Un lobby gay au Vatican expliquerait-elle la démission du pape? Faut-il douter de l'innocence des acquittés d'Outreau, comme le suggère un documentaire? Ce que Marcella Yacoub raconte de sa vie avec Dominique Strauss-Kahn, c'est réel, mise en image ou mensonger? Quelle est la proportion de viande de cheval dans nos lasagnes et raviolis au bœuf? Voilà quelques questions qui traversent les médias ces jours-ci. Sur tous ces sujets et bien d'autres, comment faire la part du fantasme, de la théorie du complot, de la vérité scientifique, de l'information qui mérite d'être présentée au public? Invité de France Inter ce matin jusqu'à 9h, le sociologue Gérald Bronner. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous enseignez à l'université Paris Diderot, vous publiez mercredi prochain aux presses universitaires de France La démocratie des crédules. Vous analysez les mécanismes qui font que dans une société surinformée, les citoyens sont bien souvent des dupes. Partons des exemples que j'évoquais, vous pourrez en prendre d'autres si vous le souhaitez. Le lobby gay au Vatican, des journaux sérieux, des témoignages indirects, le fond de sauce c'est l'affaire Vatilix, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu, oui, ça c'est un des grands arguments du croyant précisément, mais vous avez bien démontré avec tous les exemples que vous avez mentionnés que semaine après semaine, jour après jour, je dirais que je ne me soucie pas vraiment de l'actualité des thèmes qui font mon intérêt, en l'occurrence la crédulité. Effectivement, l'actualité au jour le jour montre que la crédulité collective se répand. Et ce qui peut paraître paradoxal en réalité, c'est que, comme vous l'avez dit, nous sommes dans une société où il y a une démocratisation de l'information, une démocratisation de la connaissance, une élévation du niveau d'études en général, et on constate paradoxalement que l'empire des croyances se porte très bien. Voilà tout le sujet du livre. Alors comment on explique ce paradoxe ? Il y a beaucoup d'explications évidemment, mais je dirais qu'il y a deux grandes sources. Premièrement, celle que vous avez dite, c'est-à-dire la massification de la diffusion de l'information, ce qu'on pourrait appeler la révolution sur le marché de l'information. Songez par exemple qu'il y a eu 150 exabits de données qui ont été créés par l'humanité en 2005, ce qui est déjà cycle en P1, et que en 2010, 1200 exabits, donc 8 fois plus, ont été générés. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations. Absolument. Disons-le comme ça. Et un des grands mécanismes du croyant et de la croyance, une des grandes tentations, c'est d'aller chercher des informations qui confirment ma croyance. Eh bien, je dirais presque mathématiquement, plus vous avez de croyances disponibles sur le marché de l'information, plus vous avez de chances de trouver une croyance qui va illustrer quelque chose que vous croyez déjà. Et nous avons tendance à aller chercher toujours une information qui va confirmer ce que nous pensons. Si nous sommes de droite, par exemple, nous fréquentons tel type de journal. Si nous sommes de gauche, nous fréquentons tel type de journal. Ça a toujours existé, mais cette massification de l'information, elle amplifie ce phénomène. C'est-à-dire que paradoxalement, Internet, les télés d'information continue, toutes les sources d'information qui se multiplient, favorisent l'obscurantisme. Certainement, d'une certaine façon, elle favorise la diffusion d'informations vraies aussi, mais d'informations fausses. Et ce que ça crée en outre, c'est une hyper-concurrence entre les sources de l'information, entre les médias traditionnels dont vous faites partie, et entre les médias aussi dont on pourrait dire qu'ils sont hétérodoxes. On a l'impression qu'aujourd'hui, le buzz fait l'actualité. Vous avez mentionné, par exemple, la malheureuse affaire Marcella Yacoub, par exemple. Mais on sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de médias qui s'abonnent, par exemple, à des algorithmes, à des programmes qui essayent d'explorer la toile, et notamment les réseaux sociaux, pour savoir qu'est-ce qui va faire l'actualité de demain. Tout se passe comme si les médias orthodoxes commençaient à s'indexer sur le buzz. C'est en quelque sorte la démocratisation de l'information, mais ça a aussi des aspects très inquiétants. On aura le temps de revenir sur les mécanismes que vous décrivez. Tout de suite, je voudrais vous poser une question. Quand vous allumez votre radio le matin, quand vous regardez la télévision, quand vous ouvrez la presse, vous croyez ce que vous lisez, vous? Parce que voilà, quand on sort de ce livre, on se dit, oulala, il y a quand même beaucoup de bêtises qui se disent. Il y a absolument beaucoup de bêtises. Évidemment, à force de pratiquer. Moi, si vous voulez, je suis incrédule, donc je me mets pas dans ma tour d'ivoire. Je ne me sens pas supérieur aux autres. Je ne veux donner la leçon à personne. Il se trouve que je suis traversé moi-même par toutes sortes de croyances, mais à force de les pratiquer, essayer de les décortiquer, effectivement, je crois que j'ai développé un certain nombre de réflexes. Et alors, quel genre de réflexes? Voilà, quelle est la méthode? C'est la question qui vient par vite. exemple, il y a de grandes légendes urbaines. Par exemple, l'affaire de Toulouse. Souvenez-vous, quand on a soupçonné le pauvre maire de Toulouse, Baudis, de participer à des parties fines, de tuer des prostituées, etc. Voilà une histoire stéréotypique qui met en scène des notables, des histoires de pédophilie, de viol. Ça ressemble à 1000 légendes urbaines qui existent à peu près dans toutes les villes. Là, ça crée chez moi une forme de suspicion. Quand, par exemple, j'entends à longueur de journée des alertes sanitaires, ceci serait dangereux, ceci c'est cancérigène, etc., il y a aussi un voyant rouge qui s'allume dans mon esprit. Alors, je voulais revenir sur cette question. Effectivement, les alertes sanitaires, et là encore, l'actualité en fournit beaucoup. Alerte ou pas, d'ailleurs, propos contradictoires, le cholestérol ne serait pas si dangereux que ça, la pilule, elle, serait dangereuse. Quand il y a des dossiers comme ça, on voit s'affronter des scientifiques d'avis différents,
souvent aussi convaincants les uns que les autres. Quelle parole fait autorité aujourd'hui ? Mais justement, c'est bien ça, c'est que les nouvelles conditions de l'information, elles créent un dédale mental, un labyrinthe dans lequel il est très difficile pour nos concitoyens de se retrouver. C'est pour ça que la part de crédulité augmente. En effet, quand on a l'impression que deux personnes porteurs d'autorité disent une chose contradictoire, on est fondé à se dire qu'on ne peut plus croire personne. Mais en réalité, cette mise en scène de controverses scientifiques est bel et bien une mise en scène. La plupart du temps, quand on fait, comme j'ai essayé de le faire, quand on lit ce qu'on appelle les états de l'art sur une question, on s'aperçoit que les points de vue sont pas du tout équilibrés. C'est-à-dire qu'il y a globalement un consensus scientifique. Absolument, il y a un consensus scientifique et il y a quelques farfelus, quelquefois ils ont raison, c'est farfelu, mais la plupart du temps ils ont tort, qui arrivent à attirer l'attention des médias tout simplement parce que le message qu'ils délivrent sont des alertes, c'est inquiétant, sont des messages inquiétants, donc ce sont des bons produits médiatiques. Et les médias, je ne veux pas, c'est pas du tout un livre d'accusation des médias, mais ce serait pas un problème. Il se trouve que nous sommes tous dans une concurrence de diffusion de l'information et ça réduit mécaniquement le temps de vérification de l'information sur des sujets qui sont hautement techniques. Donc la probabilité de chance de raconter à peu près n'importe quoi, elle augmente. Donc il est urgent de prendre son temps sur ces questions. Mais vous n'avez pas le choix parce que si vous n'en parlez pas et que le concurrent en parle, bien vous prenez le risque de perdre des parts de marché. La difficulté étant, puisqu'on parle du consensus d'une communauté scientifique et des farfelus, c'est que l'histoire est pleine de gens qu'on a pris pour des farfelus et qui avaient raison, qui ont exploré une thèse que personne n'avait regardée. Voilà, comment on fait la différence ? Mais vous avez parfaitement raison, c'est pourquoi ces farfelus, comme je les ai appelés peut-être un peu de façon rapide, ces farfelus ont le droit de s'exprimer, c'est un droit démocratique, simplement le droit au doute doit s'accompagner comme tout droit de devoir. Et le devoir du doute, c'est celui d'exprimer son doute de façon méthodique, avec des arguments qui sont, je dirais, réfutables par la communauté scientifique. Quand vous apportez, par exemple, une expérimentation et que vous dites, parce que vous avez des contradicteurs, que ces contradicteurs ou que ces contradictions ne sont pas audibles parce que, soi-disant, il y aurait des conflits d'intérêts, etc., bien, vous vous disqualifiez en tant qu'homme de science, pour moi. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas de jouer le libre débat, argument contre argument, méthode contre méthode. Je vous posais la question tout à l'heure, quelle parole fait autorité ? Parce que dans ce livre, il est question d'une défiance de plus en plus importante à l'égard de la science, des médias, pas que de la science, oui, des politiques. Des politiques. Il y a quelque temps, je ne sais pas, l'Académie française avait parlé, c'est bon, on avait la norme en matière de vocabulaire. Tel homme politique avait parlé, on suivait le cap. Qui fait autorité aujourd'hui ? Plus rien ne fait autorité. Mais c'est bien le problème, c'est que l'autorité est devenue multicéphale, si je puis dire. Elle a plein de sources et précisément, c'est pourquoi le croyant nage dans de bonnes eaux. C'est-à-dire que si vous avez envie de croire cela, vous trouverez toujours une forme d'autorité pour asseoir votre point de vue. C'est l'éclatement du marché de l'information qui éclate de la même façon toutes les sources d'autorité. Et cet éclatement des sources d'autorité, eh bien, elle savonne ce qu'on appelle la pente du biais de confirmation. C'est-à-dire la tendance à confirmer toujours ce que je crois. Alors, j'évoquais l'affaire d'Outreau dans l'introduction. Comme vous le savez, mercredi prochain sort un documentaire intitulé Outreau, l'autre vérité. La thèse, en résumé express, c'est qu'il y a plus de coupables que ce qu'a établi la justice. Je ne vais pas vous interroger sur le fond du documentaire, évidemment, mais sur une phrase trouvée dans le compte-rendu qu'en fait le Point cette semaine. Les chroniqueurs judiciaires qui ont suivi l'affaire préparent une riposte sévère, certains reprochant au film d'être révisionniste, mais aucun n'a souhaité s'exprimer dans nos colonnes. C'est-à-dire que ça rejoint quelque chose que vous dites dans le livre. Les personnes qui pourraient aller contre une croyance ne s'investissent pas. Voilà. Bon, alors là, il y a un double thème. D'une part, en effet, les croyants sont beaucoup plus motivés que les non-croyants en général, ce qui fait qu'ils arrivent à imposer souvent leur point de vue. C'est-à-dire qu'il y a une majorité qui se laisse faire, qui croit pas à cela. Mais le problème, c'est celui des indécis dans ce cas de figure. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont le cœur balance entre deux théories. Et si on laisse les croyants occuper une place majoritaire dans l'espace des idées, j'ai envie de dire, là aussi, il est possible que ces indécis basculent du côté obscur de la rationalité. Et le deuxième point, c'est que là, quand on touche à des thèmes extrêmement sensibles, comme la pédophilie, etc. J'en sais quelque chose. Prenez aussi bien les OGM ou d'autres thèmes. Le problème, c'est que dès lors que vous, que vous affrontez un certain nombre de croyances, vous faites beaucoup d'ennemis parce que les gens qui sont croyants le sont sincèrement. Et généralement, ils sont pas stupides non plus. Ils ont des arguments. Alors, vous passez immédiatement, parce que maintenant, il y a une lecture conspirationniste de tout, vous passez dans le camp des collaborateurs, du mal, et tout devient manichéen, en fait, dans toute conversation. Donc, je comprends ces gens. Je les comprends. Je ne leur jette pas la pierre de ne pas prendre le risque de s'avancer sur ce genre de dossier. Mais c'est dommage. 01 45 24 7000 et franceinter.fr pour vos questions au sociologue Gérald Bronner qui est jusqu'à 9h l'invité de France Inter. Dans quelques instants, la revue de presse.
01 45 24 7000 et franceinter.fr pour vos questions à Gérald Bronner, qui est l'invité de France Inter jusqu'à 9h-5. Gérald Bronner, sociologue, auteur de La démocratie des crédules aux presses universitaires de France, les auditeurs de France Inter pour vous poser des questions, ainsi que Thomas Legrand, à qui je laisse la parole. Oui, une des grandes affaires des conspirationnismes en ce moment, c'est évidemment le 11 septembre. Dans ce cas-là, est-ce que vous pensez, ou dans toutes les affaires qui touchent l'État, est-ce que vous pensez qu'il faut plus de transparence, qu'il faut, comme Wikileaks, donner beaucoup plus d'informations, comme Wikileaks le prétend, ou est-ce que ça serait aller vers une tyrannie de la transparence? Est-ce que la transparence est salutaire ou pas dans ces cas-là? On a vu que quand Wikileaks a délivré beaucoup d'informations, finalement, on s'est aperçu que, notamment sur les services de renseignement américains, que finalement, tout ce qu'on pouvait suspecter était surévalué. Mais c'est une question redoutable que vous posez et qui est essentielle en fait. Vous savez, quand on a demandé à Tony Blair quelle était sa plus grande erreur politique, on aurait pu croire que c'était peut-être son alliance avec les États-Unis dans la deuxième guerre d'Irak. C'est là-dessus que j'aurais parié. Mais en fait, c'est pas ce qu'il a dit du tout. Il a dit sur un ton semi-ironique, en fait, sa plus grande erreur politique a été de faire voter la loi FOI, qui est une loi de transparence, de liberté d'information pour le public. C'est une revendication démocratique, à mon avis, irrésistible. Vous ne pouvez pas dire au nom de quoi j'aurais le droit de savoir et pas vous, sauf les secrets d'État, bien entendu. Le problème, c'est que cette transparence, elle organise en effet, pourquoi est-ce que Tony Blair a considéré que c'est sa grande erreur, c'est qu'on a constaté que statistiquement, les journaux de presse ensuite faisaient des articles de plus en plus basés sur la théorie du complot conspirationniste. Et plus vous avez d'informations, plus vous pouvez mettre en scène ces informations pour raconter une histoire. C'est exactement ce que font, par exemple, les conspirationnistes du 11 septembre. Justement, les conspirationnistes du 11 septembre disent les enquêtes ne vont pas jusqu'au bout et donc il y a un complot. Ce qu'on peut suspecter, c'est que si les enquêtes allaient jusqu'au bout, on verrait qu'il n'y a pas de complot, évidemment, mais que effectivement les services secrets américains ont un peu manipulé, ils ont peut-être mal réagi à certains moments, mais ils n'ont pas organisé le 11 septembre, oui, bien évidemment. Et peut-être que plus de transparence mettrait en cause des gens, mais effondrerait cette théorie du complot. Ce que ferait plus de transparence, c'est qu'elle multiplierait les informations. Et cette multiplication d'informations, là encore, elle créerait ce qu'on appelle un effet Othello, c'est-à-dire la capacité d'arriver à une conclusion qui est fausse, mais en passant par des étapes qui font paraître cette conclusion qui est fausse, vraie. Je donne un seul exemple. Vous savez, par exemple, on disait avant, les mythes conspirationnistes étaient très maigres. Avant, on disait par exemple que telle marque de cigarettes que je ne citerai pas était accoquinée avec le Ku Klux Klan parce que sur le paquet de cigarettes, il y avait 3 K rouges. Vous voyez quelle marque je vais évoquer. Et il n'y avait pas d'autre argument que ça. C'est un peu maigre. Aujourd'hui, pour le 11 septembre, et là, Internet joue un rôle, si vous voulez, d'incubateur de mythologie contemporaine. On trouve plus de 100 arguments techniques différents. Certains relèvent de la sismologie, d'autres des cours de bourse avant le 11 septembre, certains relèvent de la physique des matériaux. Donc tout ça compose en fait un millefeuille argumentatif. Chaque étage est fragile, faux, mais l'ensemble donne une impression de vérité et on retombe sur il n'y a pas de fumée sans feu. Donc la transparence, de toute façon, elle est démocratique. On rajoute des étages. Absolument, on rajoutera mais alors, mécaniquement des étages. La conclusion, c'est vous préférez plus d'opacité à plus de transparence? Non, absolument pas. Je n'ai pas, en tant que sociologue, à trancher là-dessus. Je fais le diagnostic, je constate. Et je constate aussi que c'est une revendication démocratique tout à fait légitime. Voilà le paradoxe de notre contemporanéité. Je peux pas aller beaucoup plus loin que ça. Une question de Patrice, auditeur de France Inter, qui est à Darry-sur-Sceaux et qui pose la question des lobbies. Quel poids les lobbies ont-ils dans ces thèses conspirationnistes? Y a-t-il effectivement des lobbies en France? On voit la situation américaine où les lobbies sont assumés, clairement définis. Ils débattent très clairement dans les médias en disant voilà, moi je défends tel lobby d'armes, etc. Ah oui. La question des lobbies. Les lobbies existent, bien entendu, qu'ils soient formels, reconnus formellement, comme aux États-Unis ou même à Bruxelles, par exemple. Absolument. Ou qu'ils soient informels, ça ne change rien. Le fait que ces lobbies n'ont pas tous les mêmes intérêts. C'est-à-dire que la théorie conspirationniste, elle rend simpliste l'exercice de ces groupes de pression. Ces groupes de pression ont des intérêts fort divers et ne peuvent pas aboutir à une homogénéité de décision politique. Prenez par exemple la décision qui a été prise aux États-Unis de réduire la subvention que vous pouvez faire à une campagne politique.
Avant, vous pouviez donner 10 millions de dollars, par exemple. Maintenant, c'est plus possible. Vous êtes obligé de fragmenter. Alors, on se dit c'est bon. Ça, c'est bon pour la démocratie parce que ça fait que le politique n'est plus inféodé à l'argent. Mais c'est pas du tout ce que ça crée au niveau de l'opinion publique. Parce que qu'est-ce que ça crée? La fragmentation de la subvention. Et elle augmente la possibilité d'interpréter toute décision politique en fonction d'une subvention. Si vous avez 1000 personnes qui vous subventionnent, vous aurez toujours une possibilité de mettre en scénario le fait que vous avez pris cette décision pour servir cette première ou cette deuxième ou cette troisième ou cette quatrième. Vous voyez, en fait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Question de Philippe qui habite en Gironde. On parle d'une société surinformée. Lui parle de ces informations qui n'émergent pas. Y a-t-il des informations qui ne sortent pas et qui seraient importantes pour le débat public? On est en plein dans la théorie du complot, peut-être là aussi, je ne sais pas. Moi, je pense qu'en effet, des scénarios préétablis font que des informations émergent plus que d'autres. Elles sont traitées médiatiquement. Prenez par exemple, il y a eu l'année dernière une intoxication de 32 personnes à cause de farine au sarrasin bio. On n'en a quasiment pas parlé. Et ça fait depuis 3 semaines qu'on parle, ou 2 semaines, qu'on parle de lasagne avec de la viande au lieu de bœuf. Je trouve que c'est pas très honnête de mentir aux consommateurs, c'est pas la question, mais on n'est pas non plus face à un problème sanitaire. Donc vous voyez, effectivement. Mais d'un autre côté, il y aurait une grande naïveté, je crois, à croire qu'il serait possible de cacher. C'est pour ça que les mythes conspirationnistes sont invraisemblables, pour plein de raisons techniques, mais ils sont surtout invraisemblables. À partir du moment où vous impliquez des dizaines, voire des centaines de personnes, il est impossible dans la société dans laquelle nous sommes de ne pas imaginez que l'information va percer. Prenez ce qui s'est passé en Espagne, par exemple, lors des attentats, vous savez, à Madrid, où il y a eu 200 morts. Le pouvoir, vous vous en souvenez, a essayé de mentir sur cette question. Il a essayé de faire croire que ces attentats étaient le fait, non pas d'Al-Qaïda, c'était bien le cas, mais de l'ETA. Il y avait un intérêt législatif à le faire. Il fallait qu'il tienne 3 jours. Les sondages donnaient à ce moment-là le pouvoir en place majoritaire. Donc, c'est bien cette affaire qui les a fait perdre. Oui. Ils ont essayé de mentir pendant 3 jours. Ils n'ont même pas tenu 24 heures. En raison justement de cette transparence de l'information. Donc je ne dis pas qu'il est absolument impossible qu'il y ait des complots aujourd'hui, mais des complots qui impliquent des centaines de personnes et qui durent pendant des mois et des années, ça je crois que c'est très improbable. Thomas, et après on reviendra sur la question de la méthode. Le même genre d'idée, quand les conspirationnistes du 11 septembre accusent les Américains d'avoir fomenté le 11 septembre, alors qu'ils disaient en mentant qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak et qu'ils n'ont même pas réussi à en fabriquer dans le désert irakien. Absolument. De fausses. Donc la transparence et finalement la vérité arrive toujours, quand on veut la voir, arrive toujours beaucoup plus vite qu'on croit. Absolument, je ne crois pas que les hommes politiques soient plus vertueux aujourd'hui qu'avant, je sais pas quoi, mais cette transparence les contraint à peut-être plus de vertu. Ou en tout cas, elle va démasquer plus facilement les tentatives de manipulation d'opinion publique. Alors, question sur la méthode, c'est-à-dire comment est-ce qu'on essaye de ne pas sombrer dans une démocratie de dupes. Je précise d'ailleurs qu'à plusieurs reprises dans le livre, vous dites que c'est une affaire très sérieuse, c'est-à-dire que c'est un danger important selon vous. Oui, c'est pas seulement, évidemment c'est distrayant quand on s'interroge sur la question de savoir si Michael Jackson, c'est un exemple que je traite dans le livre, est vraiment mort ou pas mort, ou est-ce que effectivement Obama a été téléporté sur Mars quand il était jeune, enfin des choses comme ça. La Maison Blanche a dû se fendre d'un démenti officiel pour dire que Barack Obama n'avait pas été téléporté sur Mars. Évidemment, ça c'est totalement anecdotique, mais c'est beaucoup plus grave, si je puis dire, y compris d'un point de vue sanitaire, quand ces peurs portent sur les technophobies. Par exemple, on a aujourd'hui 64% de nos concitoyens qui sont persuadés qu'il est aussi dangereux de respirer l'air des villes que de fumer. Vous voyez, la conséquence mécanique pourrait être de se dire, puisque je vis en ville, autant que je fume. C'est pas très grave de toute façon, puisque je prends le même genre de risque. Et on voit aussi sur certains sujets une diminution de la couverture vaccinale. Rougeole, hépatite, et ça va occasionner dans les générations suivantes, mécaniquement aussi, hélas, des milliers de morts. Il va donc y avoir des milliers de victimes invisibles, et là on fera pas de scandale sur ces questions, qui seront en fait les victimes qui ne le seront pas, mais qui ont été victimes de la crédulité collective de leurs parents en l'occurrence, pour ce qui est de la vaccination. Donc il y a des impacts sanitaires, puis il y a des impacts aussi, excusez-moi, c'est vrai tout de même, économiques, bien entendu, car nous sommes en concurrence, et c'est pour ça que l'Europe, peut-être, j'espère que non, mais le destin possible de l'Europe, ce serait de devenir la banlieue du monde, d'une certaine façon. Car elle est en concurrence avec des pays qui ne s'encombrent pas à ce point de leur opinion publique et de leur crédulité collective et qui ne s'imposent pas des normes qui sont extrêmement coûteuses d'un point de vue économique et aussi dommageables d'un point de vue sanitaire. Thomas Legrand. Mais est-ce que vous mettez dans la crédulité que vous pointez, est-ce que vous mettez aussi les croyances religieuses? Le créationnisme remonte.
Oui, alors le créationnisme remonte peut-être, il est quand même très minoritaire. Il est quand même très France, minoritaire oui, en en France. France, C'est une affaire qui m'a États-Unis. intéressé parce que, par exemple, nous ne sommes pas créationnistes en France, Non, statistiquement. Aux États-Unis, c'est vrai, il y a à peu près 30% des gens qui croient à la théorie de Darwin. Mais en France, nous croyons être darwiniens, en fait, mais nous sommes plutôt lamarckiens, si vous me permettez. C'est-à-dire qu'on est finaliste. On croit que la nature fait bien les choses. Et là, c'est une erreur de raisonnement. C'est-à-dire qu'on voit les succès de la nature, on trouve que la nature est formidable, mais on ne voit pas la masse de ses insuccès. 99,9% des espèces qui ont existé un jour ont disparu aujourd'hui. C'est pas l'homme qui les a détruits, il en a détruit quelques-unes sans doute, mais c'est pas lui. Ce grand massacre, c'est la nature qui l'a produit. Et vous voyez, cette illusion mentale qui consiste à croire que la nature fait bien les choses, elle peut aussi avoir des conséquences politiques. Donc l'écologie porte une part de crédulité, C'est incontestablement. autant que la religion. Oh, je comparerai pas les deux. Non, ils sont pas du tout dans le même registre. Mais quand si on vous commence... suit croire en Dieu... Et quand on commence à écrire la nature avec un grand N, oui, on commence à friser avec le registre religieux. Message sur Internet d'Emmanuel et qui croise la question que j'allais vous poser. Votre analyse sonne juste en moi, dit-il. Mais alors justement, comment faire pour sortir du schéma des croyances que vous exposez? Comment soumettre ce sentiment intellectuel à une mécanique critique? Est-ce que vous avez des clés? Et je précise, il nous reste 2 minutes. Est-ce que ça se joue à l'école, dans les médias? Où est-ce que ça se joue? Absolument. C'est tout l'objet du dernier chapitre de mon livre. Je renvoie vos auditeurs à ce chapitre, mais donc j'aurai peu le temps de le développer. Mais évidemment que ça se joue aussi à l'école, puisqu'il s'agit finalement de formation des esprits. On a peut-être trop appris que l'esprit critique, c'était une forme de nihilisme mental. C'est bien de savoir déconstruire une connaissance. Il faut le faire, c'est une première étape, mais à condition d'apprendre aussi à nos enfants à reconstruire méthodiquement cette connaissance. Et donc, en fait, tout processus éducatif doit se fonder sur la connaissance de sa propre pensée, sur la méfiance, pourquoi pas de la parole officielle, mais aussi sur la méfiance de nos propres intuitions. Parce que beaucoup de nos intuitions qui se logent en nous, qui nous accompagnent tous, nous conduisent vers des erreurs sévères. Les médias, comment éviter la course à l'échalote? Comment contraindre les médias à ralentir, à davantage vérifier leurs sources? Écoutez, je pense que c'est quasiment impossible en l'état actuel, puisque les médias sont livrés tout simplement à la concurrence, et que cette concurrence, encore une fois, elle exerce une pression, une tentation de traiter certains thèmes qui sont un peu spectaculaires, et puis de pas prendre le temps de vérifier ces informations, de peur que l'autre, si vous voulez, les publie avant. Je crois qu'il est temps de réfléchir, mais ça, c'est aux médias de le faire. Je crois qu'il faut que ça soit surtout pas sous la tutelle de l'État, sous la tutelle politique. Ce serait un grand bond en arrière. Il est temps que les médias réfléchissent, en quelque sorte, à institutionnaliser leur pouvoir, à se doter d'instances de vérification de l'information, pourquoi pas de sanctions, que sais-je. Mais je crois que c'est les médias, comme les médecins l'ont fait, comme les avocats le font entre eux, c'est aux médias de générer peut-être une instance de pairs pour constituer effectivement une institution d'intimidation aux dérives qui sont trop graves. Et il y en a quand même eu. Invité au journal de 20 heures, quelqu'un qui prétend être le fils de Michael Jackson, le fils caché de Michael Jackson et avoir été violé par Nicolas Sarkozy. C'est pas clair. Thomas, sur cette question... sur cette question, il y a une grande mode dans les médias en ce moment qui est le fact-checking, la vérification des faits, au fur et à mesure. Des faits et des dires des hommes politiques. On pourrait réfléchir, je sais que certains y réfléchissent, et c'est très intéressant, au fact-checking de nous-mêmes, c'est-à-dire de ce que disent les médias, des unes et de certaines ouvertures du 20h. Ça serait effectivement quelque chose d'assez intéressant. Ce serait excellent. Merci Gérald Bronner d'être venu ce matin au micro de France Inter. Votre ouvrage La démocratie des crédules est édité aux presses universitaires de France. Il sort mercredi prochain.